Le cercle RH et les experts pour la dernière émission de l'année 2022. Je vous les présente. Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia, Bonjour. Fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au CELSA, ravie de vous accueillir. Marine Balançard est avec nous, c'est vraiment l'équipe solide, hein, c'est les habitués de l'émission, directrice générale d'Ariséal. Oui. Décider, ça se travaille. Ça se travaille. Non, mais je vais finir par bien connaître le titre, chez Erol. Absolument. C'est votre livre. Et Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'Écho, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable, et qui vient faire écho d'ailleurs à votre couvre, Stéphane, de Pour l'Écho, les 5 défis du commerce vert, avec un énorme bateau de container, mais qui sort de la fumée verte. C'est ça ? Bah écoutez, oui. Ça n'existe pas, ça, c'est un montage. Ça n'existe pas encore que de faire des bateaux verts au niveau du transport, ça arrivera un jour. Hein. Oui. Ça existe déjà. Avec des voiles. Il y a des cargos à voiles, donc c'est possible. C'est pas encore tout à fait au point. C'est ça, en tout cas pour transporter autant de marchandises. Oui. Revenons en France, les retraites. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ce pas de deux, mais nous voilà repartis dans... C'était le 15 décembre. Et là, on avait quand même la fumée blanche qui devait sortir. Et puis, patatras, le président lui-même, en personne, s'est exprimé en disant que c'était beaucoup plus judicieux de redécaler tout ça au 15 janvier. Peut-être me trompais-je sur le... Au 10 janvier, Stéphane. Comment vous avez réagi ? Tiens, Stéphane, vous avez la parole. Vous dites quoi ? On est en train de se moquer des Français ? On enterre la réforme ou on se donne un peu d'air ? Alors je me mets à la place d'un Français qui n'est pas journaliste et je me dis que peut-être que ça lui est indifférent de savoir que l'on annonce la réforme le 10 janvier au lieu du 15 décembre. Vu le contexte. Mais de fait, on peut parfois se demander si le duo Emmanuel Macron-Elisabeth Borne est parfaitement huilé sur ce sujet précis. Et puis on peut se poser une question plus difficile. Quelle est aujourd'hui la force de conviction politique d'Emmanuel Macron ? J'ai l'impression qu'elle est un peu émoussée. Clairement. Que ses convictions sont un peu émoussées. Et que, alors évidemment... Il s'accroche à cette réforme. Il s'accroche à cette réforme parce qu'il a toujours dit que c'était le pivot du macronisme. Voilà, alors renoncer au pivot du macronisme n'est pas facile pour Emmanuel Macron, je le conçois, mais il va peut-être falloir le faire quand même. Vous en pensez quoi, Marine Balançard ? Écoutez, je suis d'accord avec Stéphane Marchand. C'est un pivot effrité. Oui, mais déjà, la vie de couple, c'est pas facile. Donc, la vie de couple Macron-Borne, c'est pas facile. Ça marche pas très bien. Ils ont deux styles très différents. Macron est assez personnel et Elisabeth Borne est plutôt dans la concertation à outrance. Donc, il me semble que c'est elle qui a demandé un report ou qui a obtenu de décaler ça à janvier. Et est-ce que la réalité, c'est qu'au sein de la majorité parlementaire, et j'allais dire même presque au sein des Français, la réforme ne passe pas ? Et on va parler des syndicats, parce qu'eux, évidemment, affûtent leurs armes pour la rentrée. Mais la réforme ne passe pas. Déjà, le tour de force, c'est de se mettre tous les syndicats à dos. C'est ce que vient de réussir Macron, c'est 100%. Et ça fait longtemps qu'il ne s'était pas mis tous les syndicats à dos pour la réforme des retraites. Donc c'est un champ de braise. Et Elisabeth Borne va risquer son poste, hein, ça c'est très clair. Donc elle est dans l'ultra-négociation et dans l'ultra-prudence. Et dans le même temps, elle a un fusil derrière le dos, c'est Emmanuel Macron qui dit c'est ça avant l'été. Et c'est le pivot de mon deuxième quinquennat. C'est donc l'assurance chômage et la retraite. Olivia, vous en pensez quoi ? Parce que c'est vrai qu'on voit effectivement des distorsions presque de positionnement idéologique entre Elisabeth Borne et Macron. Et puis, je rebascule sur les syndicats. Il n'y a jamais eu autant d'unité syndicale avec des mots forts. Ça a commencé par François Omril de la CFE, c'est du foutage de gueule. Là, on a la FO avec le nouveau secrétaire général qui dit nous, on est prêt à y aller. Hein, on va aller se battre. On utilise le mot se battre. Enfin, tout ça n'annonce rien de bon quand même. Oui, effectivement, pour Emmanuel Macron, on est dans la stratégie ni-ni, c'est-à-dire qu'il ne faut ni céder ni s'imposer, donc c'est difficile de trouver le juste milieu. Après, effectivement, par rapport à cette séquence-là, je pense que l'idée, c'est vraiment d'anticiper tout blocage de la France à la veille aussi des fêtes de Noël. Et si le débat des retraites ne passionne pas tous les Français, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'exécutif ne veut pas d'une France bloquée la veille des fêtes. Donc, je pense que ça joue aussi. En tous les cas, reporter ça début janvier, on retrouvera la même équation du problème, quoi. Mais je pense que l'idée, c'était vraiment de ne pas bloquer, la France. Oui, il y a ce débat des grèves SNCF qui, malgré tout, ont continué à perler un peu là, ces derniers jours. Il faut quand même le rappeler, malgré tout. Mais quand même,
il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, c'est le débat européen. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec notre débat? Mais si, parce qu'on a le sentiment que le président, il a aussi un chef au-dessus de sa tête, et que ce pauvre président, non seulement il met le fusil derrière le dos d'Elisabeth Borne, mais que lui-même a un fusil dans le dos, puisque quand on regarde la carte européenne, on a fait le débat la semaine dernière, on voit que tous les pays européens sont sur les 65, 67, et que la France fait un peu figure de vilain gaulois. C'est l'Europe, en fait, qui nous impose ces règles. Alors, je ne sais pas si elle peut les imposer complètement, mais vous avez raison. Elle nous incite. Elle nous incite beaucoup. Et puis, il y a plein de pays où c'est déjà à 65 et ça pose aucun problème. Parce que dans les pays où c'est à 65, il y a également des exceptions. Et les gens qui ont connu certaines conditions, certaines difficultés pendant leur carrière, voient cette durée modifiée. Donc, il y a un côté totem en France, un côté affrontement stérile. Mais ça vous inquiète quand même, parce que la rentrée sociale, on nous a évoqué des coupures de courant. Alors le président a rétro-pédalé assez rapidement pour ne pas effrayer les salariés et les Français. Et on a une rentrée sociale qu'on nous prépare, qu'on nous annonce, on nous prépare mentalement à l'idée que les manifestations vont avoir lieu. Au même moment, on a une inflation qui va continuer à grimper parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. C'est pas du tout bon de faire une réforme dans ce contexte. Enfin, je ne sais pas, c'est très anxiogène et dangereux. Oui, mais le problème, c'est vrai, mais on est dans un contexte anxiogène et compliqué depuis déjà 2-3 ans. Donc, effectivement... Oui, vous dites que ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, non, mais après le Covid, les retraites. On disait la même chose en septembre. On s'attendait tous à une rentrée très tendue. Finalement, voilà. Bon, en janvier, mais là, elle s'annonce quand même... Ça s'annonce compliqué entre la crise énergétique, mais d'autant plus, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà d'une, il y a une espèce de cristallisation autour de cette réforme des retraites où les parties prenantes personne ne veut lâcher, voilà. Et puis du coup, on est aussi dans un contexte où en fait, c'est le cheval de Troie. Derrière, vous avez la crise énergétique, vous avez beaucoup de secteurs qui sont très tendus. Donc, la crainte de l'exécutif, c'est que finalement, ça prenne feu avec les retraites, et puis que derrière, tout s'embrase. Et des défaillances d'entreprises qu'on nous annonce en 2023, qui sont faibles, mais dont on nous annonce qu'elles vont être terribles. Un mot, Marine Balançard, sur le contexte d'une réforme des retraites, parce que le débat qui est posé dans Smart Job, c'est de se dire, et il y a beaucoup d'experts qui le disent, globalement, sur le régime de base, le déficit s'est réduit. Il y a eu le rapport du corps qui était alarmiste sans être autant alarmiste que cela. Il y avait encore quelques réserves. Est-ce que c'est opportun et est-ce qu'il ne faut pas inventer une réforme par l'envers? C'est-à-dire commencer à régler le problème des seniors, commencer à régler le problème des jeunes, avoir des vrais piliers et dire ensuite, engageons une réforme. Là, on a l'impression qu'elle ne repose sur rien, cette réforme. Ça paraît évanescent. Oui, parce que le rapport du corps n'est pas si alarmiste que ça. Je suis d'accord. On dépense à peu près un peu plus de 13% du PIB en financement des retraites. Ça peut monter à 14,5, 14,7 d'ici la fin du quinquennat. C'est pas non plus mortel. Donc mais moi, je pense que la façon dont on parle de la réforme des retraites, c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite, 65, c'est agiter le chiffon rouge pour rien. Et tant qu'on dira aux gens, avec cette réforme, vous allez perdre des choses, c'est-à-dire perdre un âge de départ, entre guillemets, correct à la retraite, tant qu'on parlera des pertes, on agitera des chiffons rouges. Je pense que tout le monde aurait intérêt à parler des gains et des bénéfices pour chacun d'un départ à la retraite plus tardif, plus de flexibilité au travail, par exemple, plus de liberté ou une façon différente de travailler. Donc repenser le travail. Donc passer en positif, plutôt que de toujours dire vous allez perdre ça, vous allez perdre votre départ à 60 ans. Envenimé par les syndicats qui remettent de l'huile sur le feu. On peut déminer la retraite en faisant des choses simples. Par exemple, la réforme Touraine, c'était assez simple. Certains veulent l'accélérer d'ailleurs. On passe à 43 annuités, voilà. Personne ne va s'énerver si on dit 43 annuités. Ce qui revient à peu près au même quand on regarde les choses. Exactement, mais si on en fait une présentation, civilisationnelle, forcément, on a une réponse civilisationnelle. Et en France, ça veut dire la violence. Civilisationnelle, c'est une petite anecdote pour nous rafraîchir, parce que c'est quand même la dernière émission de l'année. Parlons-en. Vous avez tous, dans vos environnements respectifs, des collaborateurs, des entreprises, une machine à café. Vous allez faire un pot de Noël, c'est-à-dire que vous allez sortir le crément, les boudoirs, vous allez sortir les petits fours, les sushis, parce que ça avait disparu tout ça, Covid. Vous allez le refaire ou pas? Je ne sais pas, mais je vous sens hésitante. Oui, parce que c'est très hypocrite en fait, surtout que. Vous dites pas de chance, merde. J'ai un pot de fin d'année.
Voilà, Non, on peut dire un pot de fin d'année et surtout, non mais ça peut correspondre par contre à un besoin de célébration. Si on reprend la pyramide de Maslow et les besoins des collaborateurs, dans les besoins des personnes, il y a le besoin de célébrer, d'appartenir et de faire des choses ensemble qui sont un peu en dehors du travail pour être ensemble, et ça peut créer beaucoup de joie, ça peut créer aussi la possibilité de voir ses collaborateurs d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est le cas de le dire, oui. Voilà. Avec 3 verres de crément, on ne voit plus pareil. J'observe dans tout ce que je vois, puisque je forme pas mal de managers, que c'est très prisé et ce sont des moments très heureux. Donc on ne se moque pas de ce petit pot de fin d'année qui resserre les liens, qui nous permet de discuter d'autre chose que de corporate. Ça a progressé, c'est une étude CAPA, c'est pour ça que je vous cite vous y croyez, vous aimez ce moment de partage et de convivialité? Certains, ils vont à reculons. Oui, mais je pense que ceux qui les critiquent aiment bien le critiquer aussi. Donc si on retire... Voilà, très français, ça. Il y a un côté très tradition, c'est-à-dire que si dans une boîte, vous décidez de ne pas faire de petites fêtes de Noël, vous êtes sûr que les personnes ne vont pas comprendre. Pourquoi? Alors par contre, quand elle a lieu, c'est sympa de pouvoir dire oui, mais à quoi ça sert, etc. En tout cas, on a quand même 3 années où les gens ont moins l'habitude de travailler ensemble. Il y a eu le télétravail. Effectivement, ça va pas... C'est pas une soirée qui va révolutionner le rapport au travail, les problèmes de management, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'entretenir avec ses collègues d'une autre manière. Oui, parler un peu d'autre chose, peut-être. Et puis parler d'autre chose. Et puis je pense qu'il faut voir aussi la société, l'entreprise, elle est comme la société. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, mais les festivités autour de Noël sont arrivées très vite parce qu'on est quand même dans un climat qui est assez morose entre la crise énergétique. Illumination, pas illumination. L'année 2022 a été quand même assez sous tension. Donc, comme l'entreprise, comme les citoyens, on a besoin de ces moments un petit peu d'inspiration. Et encore une fois, je ne veux pas faire le journaliste mainstream, mais on ne nous annonce pas une année 2023 folichonne quand même, puisqu'on nous présente quand même des défaillances, une inflation, des risques de coupure de courant et donc des enjeux sur l'emploi, et des crises sociales. C'est ça qu'on nous prédit. Autant boire un bon coup fin 2022, non? Il y avait des défaillances. On avait annoncé des défaillances pendant le Covid. Non, elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu. C'est assez bizarre quand même qu'elles n'aient pas eu lieu. Mais de fait, elles n'ont pas eu lieu. La trésorerie a tenu. Elle a tenu à cause des prêts, notamment. Mais les prêts, un jour, seront remboursés. Donc, attention, prudence. On est dans les remboursements. Mais là, cette fois-ci, on se retrouve devant quelque chose de beaucoup plus tangible, qui est l'électricité. Il y a des entreprises qui sont en train de mourir. Les entreprises de boulangerie. Il paraît qu'il y a une boulangerie qui ferme tous les jours ou tous les 2 jours en France en ce moment. Tous les gens qui fabriquent du verre, et c'est beaucoup de gens, ont énormément de mal à le... Duralex, l'ami de Marine Balançard, qui avait réagi d'ailleurs à l'issue des propos de Marine Balançard et qui était venu réagir sur notre plateau, qui sont en situation très tendue. Donc 2023, profitons-en en 2022, c'est ce que vous nous dites, parce qu'il y en a des indicateurs qui nous font dire que, et le Covid, je ne l'ai pas dit pour pas non plus charger, revient doucement cet hiver. Espérons qu'au cours de 2023, la guerre en Ukraine s'achèvera. Espérons. Parce que quand même, beaucoup des choses qui aujourd'hui sont liées à cela. Nous affectent sont liées à ça, absolument. Avant de nous quitter, on a 12 métiers. Alors, je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans ces 12 métiers, les 12 jobs en or que les entreprises vont s'arracher. Ça, c'est une étude qui est sortie chez Robert Walters. Alors, est-ce que, si je vous dis data scientist, Marine, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ceux qui gèrent la data, oui. OK, donc ça, c'est le métier... qui donne du sens aux chiffres, oui. Métier qui cartonne. Métier qui cartonne, souvent, ce sont des jeunes aussi qui sortent d'école, qui font très ça diplômés, pour rentrer, très diplômés pour rentrer dans les entreprises et donner du sens. Perle rare, les data scientists, tout le monde se les arrache. C'est assez pénible. Oui. En termes de plaisir métier, c'est du chiffre. Oui, voilà, c'est une prédisposition. C'est clinquant sur le papier, mais dans la réalité du quotidien de ce métier, c'est des tableaux de chiffres et du chiffre. C'est passionnant parce que ça consiste à... On vous donne un magma... Et il faut en tirer une sculpture. Exact. Et vous donnez du sens. C'est vrai. Donc c'est très difficile, mais en même temps très satisfaisant. 75 à 110 KE, j'allais dire KF, vous avez vu, je suis resté quand même au franc, je suis resté au franc, KE, c'est quand même des salaires très bien, et 90 KF et plus en début de carrière. Ça vous aurait plu, ça, le data scientist? Moi, j'aime... Alors, du coup, dans les postes qui sont très recherchés, vous avez aussi tout ce qui est recrutement. Responsable recrutement, poste clé, ça c'est très intéressant. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un poste très intéressant qui en dit long sur ce que sont en
train de vivre les entreprises en termes de tension. Ouais. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est justement d'aller chercher des profils peut-être plus atypiques, plus ouverts, puisque cette fonction-là va être absolument décisive pour les entreprises, à la fois pour garder ceux qui sont, empêcher de partir ceux qui sont là. Les salaires sont bons, hein, parce que les secteurs recrutement, c'est des salaires... Olivia a tout à fait raison. Hein, ça monte. Ces jobs qui consistent à être un spécialiste du recrutement sont tellement importants qu'apparemment, si j'ai bien compris, la fonction va peut-être cesser d'être une fonction support pour devenir une fonction stratégique. Parce que si vous cherchez un data scientist pour votre entreprise et vous ne le trouvez pas, votre entreprise peut disparaître. Et donc ça passe par le responsable recrutement. Et bien sûr. Pas seulement, c'est l'image de l'entreprise. Bah ouais. Le responsable recrutement, c'est le fer de lance, mais il ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas. Donc c'est aux entreprises d'arriver à se mettre se rendre désirable. J'avais noté les salaires 5 à 10 ans d'expérience, 65 à 75 K, ce qui sont plutôt pas mal et qui sont des salaires en progression, c'est ce que dit Robert Walters. J'ai noté quand même qu'il y avait un besoin de jeunes associés de cabinets d'avocats, des transactions. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que il y a une disruption, le marché bouge, il faut de la compétence sur le droit. Ça, c'est intéressant. Oui, pour nous, en plus, on accompagne beaucoup de cabinets, effectivement. C'est lié à deux choses. Déjà, c'est qu'il y a aussi toute l'ancienne génération qui est en train aussi de les partir. baby boomers. Et il y a un vrai repositionnement sur différents domaines où effectivement il y a beaucoup de jeunes associés qui montent aussi parce que, et ça revient à la question du recrutement, parce qu'aussi aujourd'hui les jeunes avocats ne souhaitent plus attendre 16 ans, 17 ans pour devenir associé. Pour grimper l'échelle. Donc je deviens associé. Ils négocient tout de suite. Ou je m'en vais. Ça c'est vrai. Et donc du coup ça devient donc ça c'est aussi très important. Avant de nous quitter, La peur a changé de camp. Exactement. Et c'est vrai pour le marché du travail et c'est vrai dans les cabinets. Juste avant de nous quitter, ingénieur en cybersécurité, parce que je voulais juste faire ce focus sur ces métiers. Il y a 20 ans, on parlait de DSI, directeur des services informatiques, c'est fini. Maintenant, on cherche des ingénieurs cyber. Ça aussi, c'est ce qui nous attend en 2023 et dans les 10 années qui viennent. C'est les nouvelles mafias qui vivent la nouvelle criminalité informatique, on est d'accord. Et donc, il faut des postes. Encore récemment, l'hôpital du Chênay a été victime d'une attaque. Corbeil-Essonnes. Moi, je travaille avec des assurances. Il y a des assurances qui ont été victimes de cyberattaques et ça ne dure pas 2 jours, ça dure des mois. Et elles ont payé, sans dévoiler le client. Je ne dévoilerai pas, mais... Il y en a certainement beaucoup qui payent, mais qui ne le disent pas, parce que l'image est entachée. C'est une catastrophe, effectivement. Et un danger pour nos démocraties, d'ailleurs. Et dans cette liste à l'après-vert, il y a les HR Business Partners, les responsables de la supply chain et les directeurs financiers qui ont un rôle prospectif dans tous ces métiers, ces jobs en or. Avec en tête le data scientist. Est-ce que c'est très nouveau? Je ne sais pas. Je crois pas. Je crois pas. Mais encore qu'il y a des montées sur le recrutement, ce que disait Olivia tout à l'heure, c'est des postes qui prennent beaucoup plus de place dans l'entreprise. Le recrutement comme haute technologie, ça c'est une nouveauté, je trouve. Exactement. Et si je vous souhaitais une bonne année, une belle année, une belle fête de fin d'année, est-ce que ça vous ferait plaisir? Une très bonne année. Je vous souhaite, avec quelques jours d'avance, de belles fêtes de fin d'année, une belle année. On se retrouve l'année prochaine, évidemment. Une victoire en finale, évidemment aussi. Une victoire en finale. C'est vrai que vous avez vu, on n'a pas parlé foot. C'est peut-être la seule chaîne qui n'a pas évoqué l'équipe de France de football. On a hésité à même faire un sujet sur Deschamps, grand RH, tiré de l'article du Monde. Grand manager. Grand manager, vous êtes d'accord, ça? Deschamps, c'est un grand manager. Oui. Bon, on va finir sur cette note sucrée. Et puis, je vous retrouve l'année prochaine. Merci pour votre fidélité et votre présence, évidemment, très régulièrement dans notre émission. Je suis toujours très heureux de vous accueillir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça sera la dernière Fenêtre sur l'emploi de l'année et on accueille notre invité.